Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, pour un nouveau numéro de notre format Nos amis les libraires. On va à la rencontre de tout un tas de personnes dont le rôle est de mettre entre les mains des lecteurs et lectrices des bons albums de comics. Et dans ce nouvel épisode, nous sommes partis loin de Paris, puisque nous sommes allés à l'autre bout de la France, à Nice, la capitale de la salade niçoise. Et j'ai pas d'autres trucs parce qu'en vrai, je ne connais rien à cette ville. C'est la première fois que je m'y rends. Et je suis ravi d'être dans la somptueuse librairie Le Dojo by Alpha BD en compagnie de Anto et Franck. Les gars, salut. Donc, salut Anto. Salut Arnaud. Comment vas-tu ? Bah moi ça va très bien. Je te remercie de me poser la question. Normalement c'est moi qui la pose, mais je vois que tu hijack mon conducteur. On est comme ça. On a la salade et on a le salut facile. La politesse. La courtoisie. Et la courtoisie, elle vient aussi de Franck. Salut, Franck. Salut Arnaud. On a aussi la Soca. Voilà, je rajoute ça. Mais personne ne connaît à part nous. On est bon ? On est bon. Je pense qu'on est très bon, mais j'imagine que s'il y a des auditeurs et des auditrices niçoises qui nous écoutent, ils auront eu la ref. Mais voilà, donc je suis vraiment très content de vous accueillir dans ce podcast. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on se connaît et qu'on discute de faire un truc ensemble. Et bah, tout vient à point à qui sait attendre, comme le disait mon grand-père. Et donc j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce podcast pour qu'on parle un petit peu juste de votre métier de libraire, tout simplement, de voir comment vous gérez une librairie qui fait quand même 300 mètres carrés, je crois, de surface. Ouais, c'est pour faire un peu semblant. C'est moins. Non, c'est un peu moins. Et c'est pour faire gonfler les stats. Non, on est sur 200. Si on compte pas la réserve, ça fait 260 mètres carrés sur 2 étages. Mais c'est pas mal déjà. Ce qui est déjà, on dit souvent que c'est une belle taille. Voilà, et la taille des fois ça compte aussi. Merci de me tendre la perche comme ça, et d'autant plus que c'est complètement à propos puisque ton nom de famille c'est aussi La Perche en question. Donc voilà, on était sur du full jeu de mots. Voilà, merci pour tout. Dès notre introduction. Non, mais ce qui est super intéressant, on y reviendra après, c'est que oui, quand t'as un espace comme ça, ça quand même ça te laisse plein de possibilités en fait dans la façon dont tu vas mettre en place tes différents rayons et tout ça, donc ça c'est quand même super intéressant aussi à discuter. Mais avant ça, j'aimerais un peu revenir sur votre parcours tout simplement. Très bien, je vais passer la main à Anthony en premier pour ça et je reviendrai vers vous. Ça marche. Anto, je me tourne vers toi pour parler un petit peu juste de ton parcours de libraire, s'il te plaît. Moi j'ai un parcours très spécial, atypique comme on dit dans le milieu. J'ai fait plein de boulots. J'ai voyagé un peu, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Irlande, j'ai travaillé chez Amazon, l'ennemi juré. J'ai travaillé dans une boîte de jeux vidéo, j'ai travaillé dans une banque et j'ai eu la crise de la 34N et j'ai dit stop, j'ai tout quitté et j'ai commencé à Alpha BD dans l'ancienne boutique en stage pendant 1 mois. Et après, on m'engageait en CDD parce que j'étais seul à avoir la voiture. Et ouais, parce que le libraire n'a pas le permis, ça c'est connu. Donc je conduisais les camions pour aller à droite à gauche dans le sud de la France, bien sûr autour de Nice. Vous connaissez peut-être pas toutes les villes, Toulon, etc. C'est vraiment le sud, je sais pas, Marseille, tout ça, pas connu. Et donc je suis parti en CDD, je suis passé en CDI parce qu'il y a quelqu'un qui est parti. Et à partir de là, on s'est vraiment rapproché avec les patrons et j'ai proposé de rentrer dans l'entreprise en tant que gérant en mettant un peu de sous parce qu'il y avait besoin. Et ils ont accepté. Et quand je suis rentré, l'autre est parti. Donc en gros, on était 3, maintenant on n'est plus que 2. J'ai fait fuir l'autre associé. Comme quoi, ça sert de... Et alors, qu'est-ce qui te motivait dans le fait de passer de toutes tes vies différentes et précédentes à celle de libraire? T'as un rapport, j'imagine, à la bande dessinée, t'as été gros lecteur depuis toujours. Ouais, en fait, c'est quand j'étais petit, mon oncle Philippe, coucou, me lisait les Tintins et les Gaston. Donc, mais vraiment très tôt, j'étais petit, 5, 6, 7 ans, je lisais, il me les lisait, après j'ai commencé à les lire. J'ai enchaîné avec les romans, donc les Spookville, les Chair de Poule, beaucoup. Et puis à l'adolescence, les comics sont arrivés dans les années 90. Quand Panini a racheté, donc Marvel France, quand les premiers tomes avec la couverture fluorescente, c'était brillant, phosphorescente. Voilà, je me rappelle plus comment c'était, mais j'ai commencé là à mort et là je suis tombé dedans. Donc pendant des années j'étais Marvel, Panini malheureusement, Marvel. Non, je rigole, hein. Bravo Panini, quel boulot. Et alors, s'il se permet ça, c'est pour vous expliquer les coulisses de cet enregistrement. C'est qu'il y a Émile de chez Panini Comics qui nous surveille. Voilà, qui surveille effectivement nos 2 libraires. Et qui valide.
et qui valide tous les propos un à un avec une petite grille. Il coche les trucs. Voilà, il a un flingue sur la tempe. D'ailleurs, il y a ton fils qui est là, Anto aussi. Et il est pris en otage. Et il est littéralement pris en otage. Donc voilà quoi. Il y a Sibi Sibouski qui doit se cacher derrière un rayon. Ouais, il est pas loin. Il est vraiment pas loin. Donc il est pas loin. On n'est pas du tout libre de notre parole. Il faut que vous le sachiez. D'ailleurs, j'en profite, j'appelle à l'aide, libérez-vous, s'il vous plaît. Le code, c'est quoi le code? Cheval, tampon, donc voilà, donc toi, t'es un minot du Marvel des années 80. Voilà, alors vraiment, c'est ça, donc Onslaught, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Non, il y a pas de mauvais récit pour se forger. Voilà. Je veux dire, toi, c'est Onslaught. Il y a des gens aujourd'hui, c'est métal. Voilà. Chacun a droit à son moment de solitude, finalement, j'ai envie de dire. À ces belles lectures. Voilà, donc après, j'ai retourné à la BD et je faisais des boulots de bureau. Donc, bureau assis devant un ordi, c'était l'enfer. Vraiment, c'était l'enfer. Je détestais ça. Et c'était ma chef à la banque qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Mais elle m'a dit, pars, qu'est-ce que tu fais là, quoi? Je parlais toujours d'ouvrir une librairie. Donc, j'ai démissionné et j'ai fait mon stage. Et c'est là que c'était parti. J'ai dit putain, mais c'est trop bien en fait. C'était facile à obtenir ce stage. Enfin, c'était facile. Je sais pas si c'était la première porte que t'as ouverte. Parce que tu connaissais déjà un peu la librairie. J'étais client de Alpha BD. Okay. Donc j'ai demandé l'ancien patron Fabien qui est à Grenoble et qu'on salue, et avec Julien qui est toujours là, qui est l'employé qui est toujours là. Il y avait déjà Nicolas, l'autre patron. Donc c'est Fabien j'ai discuté. Il m'a dit oui, mais carrément, viens. Donc ils m'ont accueilli les bras ouverts et voilà, j'étais chez moi déjà dès le départ. Ça, ce qui est super intéressant, c'est aussi d'avoir la différence peut-être entre ce que tu percevais, ce que tu pensais du métier de libraire et sa réalité. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment marqué dans la découverte de ce métier quand tu as commencé à le faire? Bah ouais, c'est un boulot en fait. Déjà, ouais. Mais maintenant, je le capte encore plus quand je vois des gens. Tu pensais que les libraires, c'était juste des gros branleurs. Mais ouais, des gros branleurs qui foutaient rien, qui lisaient, qui mangeaient des frites et des burgers le soir. C'était vraiment le gros cliché. Non, je savais qu'il y avait un vrai boulot derrière parce que j'en ai fait quelques-uns et je sais que tous les boulots que j'ai découverts, c'est plus que ce qu'on croit. Mais là, vraiment, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est de l'organisation, c'est de la gestion, c'est de la comptabilité, mais c'est aussi du physique, c'est porter des cartons 15-20 kilos tous les jours et il n'y en a pas qu'un. C'est une organisation, une vraie organisation. Et à côté de ça, faut lire, faut prendre le temps de lire, parce qu'il faut quand même se mettre à jour, c'est quand même évident, c'est la base. Donc ouais, j'ai vraiment découvert un métier. Ils m'ont fait découvrir un métier et puis vraiment, ils m'ont accueilli à bras ouverts et ils m'ont montré tous les aspects. En une semaine, je savais déjà tout parce qu'on m'avait tout montré. Tout ce qui est technique, tout ce qui est logistique, parce qu'il y a beaucoup de logistique. Il y a beaucoup de choses à comprendre dans ce métier qui est pas facile du tout, mais qui est passionnant. Et quand on aime la BD, en fait, on rentre tellement facilement, quoi. Et quand on a aussi les bonnes personnes autour. Hein. Et moi, je suis très bien entouré, donc c'est parfait. Ce qui me permet de passer la parole à Monsieur Franck. Et bonjour Arnaud, rebonjour. La même question, c'est pour savoir ton rapport à la bande dessinée et comment donc tu es devenu libraire. Alors c'est un parcours aussi peut-être moins atypique avec le côté banque jeux vidéo qu'Anto, mais moi j'ai toujours baigné dans l'univers un peu, je suis Bubono manga, un peu génération Club Dorothée comme beaucoup de personnes de mon âge. Donc c'était vraiment ma vie gamin. Et j'avais petit que je dis souvent, ma vie c'était les Tortues Ninja, Batman et Dragon Ball. Et en tant qu'adulte, ma vie, c'est les Tortues Ninja, Batman et Dragon Ball. Ce qui est plutôt bien. Donc je pense que quand t'as la chance de pouvoir rester avec les parents de ton enfant, c'est plutôt cool. Hein. Exactement. Et il y a eu, moi à la base, j'étais dans la communication. J'étais chargé de communication à la fac d'économie de gestion. Je faisais du journalisme aussi sur Nice, sur une radio indépendante qui s'appelait Radio 06, où on traînait l'information locale, donc chose qui n'avait rien à voir. J'étais client à la librairie. C'était Fabien, l'ancien patron aussi, qui m'avait donné ma chance. On a beaucoup travaillé ensemble sur des événements et les salons. Donc j'ai commencé à bosser à la fac dans la foulée. Le patron est parti. Anto a remplacé le patron et j'ai remplacé Anto. Donc en fait c'était une boucle vertueuse, on va dire. Et je suis tombé amoureux du manga très jeune avec Dragon Ball, comme beaucoup de ma génération, comme je disais, chair de poule énormément. Et en fait j'ai toujours volé entre manga comics. Et en fait en 2006, quand il y avait encore album un peu partout en France, j'avais un ami Christian qui était à fond dans ça. Il me dit, tu devrais lire Civil War. Et en fait, ça fait des années que j'avais pas lu de comics. Jeune, j'en avais énormément, mais gamin, t'achètes parce que la couverture, elle est jolie. Pas forcément ce qu'il y a dedans, donc c'était très éparse. Et en fait, il me fait, tiens, Civil War. Mais en fait, Civil War, t'as Civil War Wolverine, Civil War Iron Man, t'as les extras. Et en fait, c'était une claque incroyable, Civil War, en première lecture d'un adolescent plus éveillé sur ça. Et ça a créé ce sentiment de rendez-vous en librairie qui était assez incroyable. C'est que
tu prenais ton petit mensuel, tu lisais, tu te disais, faut attendre encore, là, gars. C'est pas possible. Donc, t'allais quand même de temps en temps chez libraire, et libraire, ils sortaient le vieux bac. Enfin, c'était libraire ou c'était kiosque, du coup, plutôt à l'époque? Nous, il y avait encore moi, je l'ai chez Album Comics, qui était à Nice, sur la Piétonne. Mais qui les recevait alors, qui recevait les mentions. Exactement. Et en fait, on avait tous nos petits bacs à l'ancienne. Ça, c'est un truc qui manque énormément. Il y a un petit charme. Et tu fouillais, t'avais ton Civil War. Et comme t'étais en banque, tu voulais ta dose, tu disais, mais qu'est-ce qu'il y a pour patienter? Et c'est là que t'avais ce côté transmission. Tu vois, pas où maintenant on a l'information sur Internet, tu cherches facilement. Je fais non, il dit, écoute, en attendant, ça peut te plaire, regarde Astonishing, regarde comme c'est bien. En plus, c'est une époque où j'étais à fond sur, ça date maintenant sur Buffy contre les vampires. Donc, c'est Joss Whedon, il fait du comics. Tu fais, ah bon, c'est vrai. Et bam, il passe Astonishing. Et là, X-Men, j'ai déroulé. Et après, ça m'a plus jamais lâché, quoi. D'accord. Et pareil, un petit peu comme pour Anto, c'était compliqué d'appréhender la réalité du métier de libraire. Alors, avec moi, j'ai commencé avant Anto, parce que j'ai travaillé 2 fois ici. En fait, j'ai commencé à faire des remplacements. Ensuite, je suis parti travailler à la fac. Et quand je suis revenu ici, j'étais beaucoup plus mature. Donc j'ai commencé avec ce truc avec beaucoup d'humour qu'ils Anto, genre c'est un vrai travail, alors que nous on avait plutôt le truc je parle avec mes collègues toute la journée et on lit, on voit ce qui se passe, mais avec Anto et toute l'équipe on a développé beaucoup plus avec le dojo. C'est que on est une librairie, mais on fait énormément d'événementiels, on fait énormément de tournées d'auteurs. Moi je suis correspondant éditeur pour le réseau, l'incroyable réseau Canal BD. Donc j'ai pas mal de choses. Arrête de rire, Émile, merci. Et on met énormément de choses. Il est taquin, hein, mais n'hésite pas, parce que vu qu'il a pas de micro, tu peux l'insulter et il pourra pas répondre en fait. On repart de la sélection First Print avec Panini, bien sûr. Mais donc on met énormément de choses en place pour le réseau et pour la librairie, et nous on aime ce qu'on fait, mais vraiment on bouffe ce qu'on fait, on dort ce qu'on fait. Et on peut pas s'arrêter au simple fait de dire on est libraire, on conseille, on veut toujours faire plus, on cherche toujours à faire plus. Et je pense que c'est pour ça que on s'entend bien et que on a réussi à faire du Jojo modestement l'image qu'il en donne ici à Nice. Donc oui, carrément, c'est quelque chose qui t'habite. Et je pense que quand tu choisis un métier comme libraire, c'est parce que c'est un truc que tu as eu en toi tout le temps. C'est un peu cliché de dire ça, je pense, mais tu sais, c'est la surprise de Noël. Dès qu'on nous reçoit un carton, moi je suis content de voir ce qu'il y a dedans, quoi. Ça, c'est pour perpétuer en fait des souvenirs de môme aussi. Mais c'est exactement ça. Mais l'envie d'avoir des cadeaux tout le temps. Mais tu sais qu'on est problématique avec Anto, c'est que. Mais alors attends, juste parce que quand vous dites vous êtes problématique, moi je suis pas sûr d'avoir envie d'entendre ce qui va suivre après, quoi. Non mais genre, tu sais, t'as ce côté combler l'enfant en toi. Nous, dès qu'on reçoit des cartes Dragon Ball et tout, c'est très compliqué. Genre, il y a des clients autour, c'est pas grave. Hier, ils achetaient 3 displays, ils les ouvraient à la caisse, les gens ils arrivaient, tu voyais qu'ils étaient dégoûtés quand les gens venaient parce qu'il fallait ouvrir les cartes, tu vois. Donc c'est autant de bonheur que de complications. Mais bon, c'est des problèmes. Avoir des problèmes comme ça dans la vie, ça va, tu vois, on va pas s'en plaindre non plus. C'est sûr qu'il y a peut-être plus grave aussi, quoi. Genre, oh non, mon Dieu. Oh non. J'ai trop de boosters de cartes à ouvrir, c'est dur. Oh non, je l'ai en double. Pas facile, Coco, je comprends. C'est dur, pépère. Écris un livre dessus. Quel est l'ancrage un peu de la bande dessinée ou même du comics en tant que tel à Nice? C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Parce que alors on va saluer tout de suite Guillaume aussi des Fictionautes, emblématique, autre comic shop qui est présent dans la ville de Nice et très bien fourni en VF et en VO également. Fait partie des patients zéro en France, Guillaume, pour le comics en importation VO, clairement. Et on est un peu les irréductibles parce que la culture comics en France, faut batailler. Et Nice, pas besoin de vous l'expliquer, c'est pas la ville la plus culturelle du monde, hein. Donc oui, les gens qui nous écoutent le savent pas forcément. Écoute, venez découvrir Nice. Mais non, c'est quelque chose qu'il faut porter, qu'il faut batailler. Nous, on a toujours fait le choix en plus d'avoir un fond assez costaud pour en général, on espère, mais le comic, c'est pas ce que tu retrouves tout le temps mis en avant à ce point-là. Nous, on a la chance en plus d'être frontalier Italie. Donc, dès qu'on peut, on fait venir des auteurs italiens, espagnols, et on en rigole, mais c'est 10 fois plus simple pour nous d'avoir des auteurs de comics que des auteurs de BD, tu vois, genre, avoir des auteurs de BD, c'est la croix et la bannière, parce que Nice, c'est en bas à droite de la carte, fait faire un moitié tour de France pour venir. Mathieu le savait hier, pour rentrer chez lui, c'est un périple, alors que, tu prends, je sais pas, Pépé Larrazotte, lui, il fait 1 heure, il est là, quoi, tu vois. Donc, c'est beaucoup plus simple. Et puis, tu vois un peu la Côte d'Azur en carte postale, ça aide un peu. Donc c'est l'avantage pour le comics à Nice, pour avoir des auteurs, c'est super cool. Mais c'est vrai que la clientèle, oui, c'est quelque chose, t'as beau défendre ton rayon, t'as beau faire plus, attirer une nouvelle clientèle, qui plus à Nice, c'est compliqué. Anto? Oui, donc Franck a tout à fait raison. En fait, le problème, entre guillemets, de Nice, c'est qu'il y a un manque de dynamisme. C'est-à-dire que culturellement, comme le dit Franck, c'est
ça manque de dynamisme, ça manque de quelque chose. Il faudrait quelque chose qui pulse. On a essayé, on a organisé des festivals, on a invité plein d'auteurs. On a une base de gens passionnés, mais vraiment passionnés. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont vraiment passionnés. On les voit hier pour la dédicace de Mathieu Bablé, la plupart étaient là. On les connaît, mais on les connaît. Voilà, ils sont pas 100. S'il y en a une vingtaine, c'est déjà magnifique. Ils sont extrêmement passionnés. Mais voilà, Nice, 5e ville de France, 6e ville de France maintenant, je crois. Il y a la proportion de gens passionnés comics entre ce qui est et ce qui devrait être c'est pas bon, c'est pas un bon ratio, quoi. Et c'est très dur de changer des habitudes. Et le comics, pour l'instant, n'est pas rentré dans les habitudes. Dans les années début 2000, quand il y a les films qui sont arrivés, Marvel, moi, j'étais au taquet. J'ai dit, incroyable, super. On va voir une explosion des fans de comics en France. À Nice, ça va être la folie. Il y en a avoir partout. Je me dis, ouais, alors moi, à l'époque, je vais ouvrir une librairie, mais que comics. Parce qu'en fait, ça va tellement péter que je vais être débordé, quoi. Et en fait, j'ai compris que c'était pas possible quand j'ai commencé à faire mon stage. Mais la première semaine, hein, vraiment, j'ai compris que ces gens qui allaient au cinéma n'iraient pas acheter la BD. Parce que je me suis dit, s'ils viennent et que j'essaie de leur conseiller la BD qui correspond à peu près au film, déjà, ça n'existe pas. Mmh. Et par exemple, le Gant de l'Infini ou le Infinity War, c'est des BD qui avaient 30, 40 ans. Et tu montres à un jeune de 15 ans Infinity War ou quoi que ce soit, bah, malheureusement, il n'y a pas la culture. Et il dit, ah bah non, c'est moche, les couleurs c'est dégueulasse, les dialogues, ça s'entend. Malheureusement, alors moi je suis pas du tout d'accord, hein. Mais la nouvelle génération, les jeunes ne seront pas attirés par les comics papier en fonction des films. Moi, c'est vraiment ma grosse déception. Et à Nice, alors là, ça s'est vu, mais 1000 fois, quoi. Les jeunes qui venaient et qui voulaient le livre qui correspondait au film qu'ils venaient de voir, bah non. Non, il y avait rien. Ils regardaient, ils proposaient, quoi. C'était mais quand immédiat. t'es dans ce genre de cas, tu peux pas lui dire, alors non, il y a pas la BD qui correspond exactement à ton film. Par contre, celle-ci, si t'as aimé le personnage, elle est vachement bien. Et c'est une autre histoire, et donc limite, tu liras pas la même chose. Bien sûr, mais tu sais, tu le fais. Ils vont le prendre, mais ils reviennent pas. Ah. C'est un phénomène que j'ai vu. J'ai plein de jeunes. Peut-être que juste que t'es très mauvais. Je suis très mauvais vendeur. Après, moi, je leur disais, prends-le, vas-y, s'il te plaît. Ça, en fait, fais-moi plaisir, quoi. Mais ils aiment pas me faire plaisir, les gens. Je crois que tu leur as donné n'importe quoi. Ils sont jaloux. Ouais. Non, mais j'ai vu. Il y a pas eu, jamais eu d'explosion de comics. Jamais. Non, mais ça, oui, ça on le sait. Ouais. Ça, j'ai jamais eu ce que je pense vraiment. Je l'ai pensé, mais jamais. Sur les super-héros, non, effectivement, il n'y a pas eu de grande transformation à plus de 10% peut-être des gens qui allaient voir les films, quoi. Mais tu me diras si je me trompe, mais je crois que l'explosion qu'il y a eu nous en termes de vente, et je pense tout le monde, c'était Walking Dead, mais c'est encore une parenthèse. C'est vrai que qui est un épiphénomène vraiment dans le secteur de la BD américaine. D'ailleurs, de toute façon, en plus, ça on le sait aussi maintenant, c'est une histoire bien connue sur le fait que Thierry Morneau chez Delcourt a insisté pour continuer Walking Dead, même si au début ça prenait pas, et que ensuite l'effet de la série télé a engendré un phénomène qui n'a jamais été reproduit dans cette ampleur pour la bande dessinée américaine en France. Et j'ai envie de dire, même je suis pas sûr qu'il y ait forcément beaucoup d'adaptations, enfin de séries télé ou de films au demeurant qui drivaient des ventes comme ça de BD tout genre confondu. Sur la continuité surtout, tu vois, parce que tu peux avoir des phénomènes comme ça pour Invincible, mais tu vois, parce que la saison sort, le mec finit sa saison, il est intrigué, il va t'acheter un tome ou deux, et en général c'est un peu ça, donc ça booste quand même. Mais Walking Dead, c'était vraiment, je vais faire un parallèle avec l'Attaque des Titans, c'est des gens qui ne lisent pas de manga, qui en général connaissent l'Attaque des Titans, et tu avais pareil pour The Walking Dead. Donc c'est parce que le médium était tellement fort, de par la narration, de par le phénomène de société qu'apportait l'œuvre en elle-même, que ça apportait une population de base qui n'allait pas en librairie, ne lisait pas ce genre d'œuvre. Et donc je suis d'accord avec toi que c'est des micro-phénomènes quand même. The Boys a eu ça un petit peu. Oui, il y a eu. Non, mais The Boys, c'était un gros succès d'édition qui a très bien profité aux différents formats, même avec l'édition poche. J'imagine que ça continue encore de se vendre aussi là-dedans. Je pense qu'on aurait rebondi après, mais c'est vrai que c'est le renouveler la clientèle comics, c'est délicat parce que en fait les anciens continuent un peu grâce à des éditeurs comme Panini avec les Deluxe, refaire des séries qu'ils faisaient peut-être à leur époque, et les Pocket, par contre c'est une belle porte d'entrée. Il y a beaucoup, pour le coup, certes c'est peut-être pas une clientèle qui pousse sur l'idée, mais t'as des titres cultes, t'as des prix abordables, et là par exemple quand tu disais pour le Gant de l'Infini, quand tu le présentes le livre, ça ressemble pas, mais avec les Pocket tu peux embarquer des jeunes dans des séries vraiment punchy qui leur correspondent, et je pense pareil pour Nomade. Ça par contre c'était un petit plus pour le libraire d'amener une clientèle qui peut-être n'était pas vraiment derrière le médium pour tenter, quoi, notamment avec le Black Label, notamment avec comme disait les Amazing, etc., quoi. Mais justement, vous, comment est-ce que vous avez travaillé, que ce soit à Alpha BD et maintenant dans la nouvelle librairie Le Dojo,
Comment est-ce que vous avez travaillé anglais votre défense en fait du comics dans le rayonnage? Alors nous, le parti pris de la boutique, c'est toujours, on aime le comics. Tout le monde aime le comics dans la boutique. C'était malgré la baisse, malgré le peu de ventes, c'était la mise en avant. C'était garder, comme l'a dit Franck tout à l'heure, garder un fond conséquent, le plus possible, cohérent. C'est-à-dire que pas prendre une série au milieu, un analyzing, une série n'importe quoi, je sais pas, une News 52, prendre tout, garder tout parce que c'est à peu près cohérent. C'est mettre en avant, donc beaucoup de facing. Le facing était très important. On voulait que les gens voient. Donc pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est le facing? Ah, c'est qu'on voit la couverture. C'est-à-dire que dans une librairie, quand on arrive, l'étalage, on voit le dos du livre. Voilà, le dos, c'est ce que les gens appellent la tranche. C'est le dos, c'est le dos, c'est avec les indications du titre, voilà. De l'auteur et le logo. Ouais. Voilà, c'est pas derrière. Quatrième de couverture. Et bref, c'était mettre en avant la couverture pour que le dessin attire l'œil, pour que les gens se disent putain, ouais, ça peut être pas mal, ça peut être une belle idée, ça peut être un bon cadeau, ça peut être pour moi une bonne série. Donc c'était le fond pour quand les gens viennent disent j'ai aimé ça, qu'est-ce que je peux aimer ensuite. Déjà cette partie-là. Ensuite les noobs, les gens qui ne connaissent pas, c'est beau ce dessin, est-ce que je peux le prendre, est-ce que je peux le lire, conseiller, voilà, c'est conseiller par rapport en partant de la couverture, partant du dessin. Il faut attirer partout, c'est le scénario, c'est le dessin, il faut tout faire jouer. Faut attirer la curiosité. Donc nous, c'était vraiment le parti pris, c'était le fond, la quantité. C'est le lance-flamme, quoi. On tire de partout, quoi. Et en même temps, voilà, c'est attirer la curiosité avec le visuel. Mais c'est quelque chose qui est facile à faire parce que, avoir du fond, ça nécessite de faire des commandes. Donc, quand il y a un impact sur la trésorerie, il faut avoir de la place et du stock. Et par rapport à toutes les nouveautés aussi qui arrivent et aux retours que vous devez faire, je sais pas si toutes les librairies peuvent se le permettre non plus, quoi. Parce que ça a un certain coût. Non, il faut la place. Comme tu dis, il faut la trésor. Il faut le temps. Parce qu'il faut faire une sélection. Il faut pas non plus tout garder tout et n'importe quoi. Comme je dis, il faut que ce soit cohérent. Et la cohérence, c'est du travail. Donc, tout le monde peut le faire. Je dis pas que tout le monde est aussi compétent que nous. Ça, c'est pas... Non, mais même au-delà de ça, au-delà de votre compétence à laquelle moi j'ai mis quelques doutes, quand même. On va bien se le dire. Hein. J'ai vu les rayonnages, j'ai dû refaire la mise en place des sélections First Print Awards parce qu'il manquait plein de bouquins et tout ça. Donc voilà, je suis content d'avoir pu vous aider. Même c'est gentil. Mais à ma service, ça, tu me dis si je veux faire un stage, tu me prendras. Non, mais blague à part, au-delà de la compétence, c'est juste même une question d'espace en fait, parce que quand t'as une librairie qui fait 80 mètres carrés versus 200 et quelques, c'est pas du tout la même chose en termes d'avancement. Mais moi, je pense que à choisir, je pense que le mettre du facing, encore une fois, le visuel est important. Après, ça dépend de sa politique. Hein. C'est soit on a dans une ville où on a des millions de clients qui viennent tous les jours, des habitués, peu importe le facing. Non, c'est le conseil qu'ils cherchent ou alors ils savent ce qu'ils veulent. Mais si on veut attirer un nouveau public, il faut du facing, il faut que les gens voient, il faut qu'il y ait du visuel. C'est ce que font les grandes surfaces. Les grandes surfaces, avec du facing, il n'y a rien, il n'y a pas de fond. Il y a que du visuel. Malheureusement, il faut rentrer dans cette idée-là, c'est de se dire, moi, ce que je veux, quand quelqu'un vient et qui ne connaît pas, il faut qu'il voit. S'il voit rien, il va à une bibliothèque, c'est pareil, quoi. Non, il faut attirer les gens avec du visuel. L'œil, c'est ça le plus important. Franck, tu adoubes, c'est aussi quelque chose que... Ouais. Ah oui, non, je suis contre ce que tu as dit. Non, j'ai totalement, je sais pas, que vous battez que dès que Anto y met un bouquin en facing, toi tu vas le ranger. Non, c'est plus avec Nico qu'on fait ça en général. C'est pas forcément avec Anto. mais c'est vraiment les zinzins, quoi, qui se bousculent pour mettre les bouquins et les sortir des rayons. C'est plus avec Nico, la course des retours, des fois, il met quelque chose en retour, quelqu'un derrière le prend, le remet en rayon, et le lendemain, tac, c'est plus ça. C'est bien, en plus, c'est pas passif-agressif du tout. Non, mais la communication, c'est quelque chose. Hein. Très bonne ambiance dans la librairie. C'est pour ça que Nico est pas là, d'ailleurs, que je comprends mieux. Mais pour revenir au facing, bien sûr, surtout quand tu es néophyte sur du comics, putain, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te tende un peu la main. T'arrives, t'as un rayonnage, t'as rentré sans facing. Vous avez Batman? Oui, lequel? Et il fait, le 1. Lequel? Viens, on va parler un peu 2 minutes. Mais ça, c'est marrant. Quand tu fais avec les parents, tu les déstabilises beaucoup. Je vais envoyer mon fils, il voudrait le Batman. Oui, vous avez un numéro ou un titre? Le premier. Quel premier? Et là, tu vois, alors, on va prendre un bon d'achat. Non, j'abuse un peu, tu vois, mais tu schématisais. Donc, c'est vrai que le facing, ça joue. En fait, que ça aguiche aussi, tu vois. Après, l'intérieur, des fois, ça suit pas, mais c'est là où toi, en tant que libraire, tu rentres en jeu pour dire, mais pourquoi c'est en facing? Pourquoi c'est beau? Exactement. Donc, oui, je rejoins les idées du jeune homme à côté de moi. Non, oui, non, ça,
l'image de la pêche, c'est-à-dire que la couverture attire. Après, c'est là. Quand il est là, tu peux lui conseiller ce que tu veux lui conseiller. C'est ça, en fait. C'est attirer les gens. C'est leur montrer que il y a peut-être autre chose. Il n'y a pas que ce qu'ils pensent. Souvent, ils ont une mauvaise image ou voilà. Comme le manga. Le manga a une mauvaise image. Les personnes un peu âgées, c'est la BD. Le reste, c'est pour les débiles, quoi. On me dit souvent. Par rapport à ça. Okay. Oui, voilà. On me dit souvent ça. Très souvent. Moi, mon fils qui lise des vrais livres. Ça, on me l'a dit combien de fois. Il lit du manga. Waouh. Moi, je vais dans leur sens des fois maintenant que j'en ai marre. Mais vous avez raison, ça vaut pas la peine. C'est nul. Des fois, genre, tu sais, un petit papy fait. Mais vous aimez ça, vous? Genre, non, moi, je supporte pas. Je suis comme vous. Il me regarde, je fais, tu sais, genre un peu complice après, tu vois. C'est ça. Et comme ça, tu peux lui refourguer ce que tu veux ensuite, quoi. L'argent n'a pas d'odeur. Hein, on va pas se priver de faire des ventes. Mais justement, ouais, vous avez, c'est quoi les préjugés que vous voyez en librairie sur les comics alors? À part l'éternel, c'est trop compliqué, j'imagine. Oui, non, voilà. Non, le plus gros préjugé, c'est ah ouais, mais bon. Et en plus pour les super-héros. Hein, voilà, pour les super-héros. Là, on parle vraiment super-héros. C'est ah, mais faut commencer par quoi? C'est trop long. C'est quoi le début? C'est quoi la fin? C'est ça en fait. Et aussi, alors là, c'est ouais, mais il y a un dessinateur. Après, ça change. Dans un tome, il y a plusieurs dessinateurs. Je comprends pas pourquoi c'est pas toujours le même. Une série au long cours, en fait, ça change de dessinateur. Les gens ne comprennent pas en fait le principe. Puis la phrase par excellence, tu pitches, tu montres et tu sens que la personne t'écoute pas vraiment en fait. Et après il y a mais sinon vous avez des vrais BD? Ah oui. Ah c'est là. Ouais, c'est pas, oui, effectivement, c'est pas très, mais après, t'as différentes façons de répondre quand on te dit ce genre de choses-là. Enfin, tu expliques le concept que oui, en fait, c'est parce que ça sort mensuellement qu'il faut tenir des rythmes. Que, en fait, oui, il y a 3 tomes 1 de Batman, mais en fait, n'importe lequel peut être ta porte d'entrée, que c'est pas grave, en fait, si t'as pas lu les autres, en tant que tel. Comment vous en sortez? Voilà, moi, j'ai un argumentaire. Je dis, commencez par une série simple, en un seul tome. Un personnage que vous pensez aimer, que vous pensez pouvoir aimer, je vous en pitch 2 ou 3, ou si vous en avez en tête, vous me le dites. Je vous montre des bonnes histoires. Commencez par cette histoire-là. Peu importe la chronologie, peu importe si c'est au milieu d'un crossover, on s'en fout. Commencez par ça. À partir de là, vous allez commencer à connaître, à appréhender, à vous familiariser avec un scénariste, un dessinateur, un personnage, des héros. Et en fait, c'est une porte d'entrée. Il faut faire rentrer déjà, comme j'ai dit, le fasting, la BD aussi en elle-même. Pardon. Et je dis, et ça marche en général. Je leur dis, je leur conseille souvent, alors, Marvel, il y avait les must-have que je conseillais beaucoup. Je dis, c'est très bien, commencez comme ça. Puis vous voyez des personnages. Si un personnage que vous aimez dans l'histoire, Civil War, là, t'as un faisceau, tu peux en choper plein, quoi, de personnages. Donc, à partir de là, j'aime Thor. J'ai adoré Thor dans Civil War. Bon. Bof. Mais, après, je peux montrer, il y a plein de runs possibles. Il y a plein de choses, il y a plein d'histoires possibles. On aime le old school, on aime le récent. Voilà. Mais commencez une première histoire qui peut être attirante. Moi, j'aime bien conseiller. Bon, alors c'est du grand cinéma. C'est le comment on appelle ça, les films blockbusters. C'est Civil War, c'est Old Man Logan. C'est ça peut être. J'ai oublié un trou. Les mutants. House of M. Voilà. C'est quand il y a plusieurs personnages, que ça pète dans tous les sens, que c'est facile à lire. Et là, à partir de là, je leur dis, voilà, s'il y a des personnages que vous aimez, des scénaristes, des dessinateurs, après, je peux vous conseiller. Et là... Non, mais c'est marrant comme approche, parce que moi, j'aurais vu justement que des récits chorales comme ça, enfin, des récits choraux comme Civil War ou House of M, justement, ça peut au contraire leur faire peur, parce que justement, il y a tellement de personnages que ça peut faire peur de débarquer dans un univers où tu connais pas les 3/4 des héros et des héroïnes que tu vois. Mais toi, tu proposes de commencer par là en pariant sur le fait que ils vont s'intéresser à l'un ou l'autre personnage. Voilà, et puis ils vont ça pète en général, ça va vite, ça plaît au grand public. Ce Civil War, ça plaît à tout le monde. Enfin, j'ai rarement vu des gens qui m'ont dit Civil War bof, quoi. Le dessin, McNiven, enfin voilà, il y a de quoi faire en fait, c'est une base. Oui, effectivement, tu peux dire ça va le dégoûter, il y a trop de personnages. Moi, je pense le contraire. C'est une interrogation, hein, parce que je sais pas, tu vois, si moi, de toute façon, c'est toujours des éternels débats qu'on peut avoir en podcast ou partout dans les discussions sur Internet aussi, de dire oui, par quel comics commencer, où je trouve toujours que, en fait, pour moi, c'est une mauvaise question parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de réponses. C'est plutôt pourquoi commencer, en fait, des comics. C'est pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ce genre de récit-là, les enjeux, les personnages font que, le dessin aussi, voilà, fait que tu vas t'immerger dans
bah voilà, dans du plus grand que nature, dans des histoires, dans des univers fantastiques, qui donnent envie de retrouver ensuite ces héros dans d'autres récits. Ouais. Et après aussi, je pense que même au niveau des Américains qui font ça, les producteurs, etc., les producteurs, publishers qui font ça, c'est attirer. C'est eux ce qu'ils veulent, grâce à ces crossovers, c'est fidéliser bien sûr, mais aussi attirer. C'est-à-dire quand un gars voit dans une vitrine Captain America qui donne une grosse droite à Iron Man, ils se disent ouais super, je vais le prendre, c'est une super baston quoi. C'est ce qu'on veut, c'est du crossover. C'est à l'époque Marvel versus DC quoi. C'est voilà, moi je les ai tous pris. À l'époque je prenais pas DC. J'ai vu ça, mais je me suis jeté dessus et j'ai aimé Batman. Je me dis, putain, Batman, en fait, c'est cool, quoi. Dark Claw. L'épiphanie, quoi, super. Ah, mais merde. En fait, moi, Batman, c'est bien. J'avais 14 ans. Non, même moi, j'avais moins. Mais quand t'es ado, moi, c'est ça, en fait. Il faut toucher là où les gens peuvent avoir des sentiments. Genre, ça peut me toucher. Voilà. Mais moi, ça m'a touché à l'époque. Ça m'a touché. Entre guillemets. Non, mais c'est-à-dire que le Marvel versus DC, j'ai adoré. Castellini au dessin, j'ai adoré. Et quand on l'a reçu à la boutique des années après, je dis waouh, cool quoi. Putain, je l'ai reçu quoi. On l'a rencontré. C'est super. Mais voilà, donc ça a créé des choses. Après, il y en a qui sont hermétiques. Hein. Tu peux leur montrer, tu leur montres la Joconde, bah ils vont pas aimer. Enfin, tu leur montres des chefs-d'œuvre. Old Man Logan pour moi c'est extraordinaire. Enfin, mais il y en a qui vont dire bof. Moi on m'a déjà dit. On m'a dit Old Man Logan, ouais, le dessin, bah voilà, mais c'est comme ça. Donc il faut pouvoir trouver la bonne personne, les bonnes personnes avec le bon pro comics. Et ça, moi, je pense que viser large avec du bon crossover où il y a plein de monde, ça peut potentiellement. Après, oui, non, c'est sûr que peut-être que c'est pas la bonne solution. Mais toi, c'est ton approche. Voilà, et puis j'ai des bons retours. J'ai quelques clients qui reviennent régulièrement pour me dire, bah, tu m'as bien conseillé. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux continuer maintenant? Donc voilà. Après, faut s'adapter aussi en fonction des gens. Je pense qu'il faut être un caméléon quoi, faut être de l'eau, faut vraiment s'adapter en fonction de la personne en face. Ça c'est n'importe quel métier mais surtout nous quoi. Et puis il y a l'autre question aussi, toujours si on reste sur les super-héros, et on parlait un petit peu des formats poche avant, mais voilà les différents types de collections qui existent, les différents formats de lecture entre l'album standard, les albums plus épais, les poches, les omnibus, les éditions de luxe. Enfin, c'est tout autant de public auquel s'adresse aussi. Est-ce que vous arrivez un peu vraiment orienté à chaque fois en fonction du type de lecteur et de lectrice, vraiment vers quel aussi format ou quel type de collection les diriger? Est-ce que c'est simple? Alors, simple, oui et non, parce que je pense que la clientèle les coupée en deux sphères. C'est l'érudit, alors vraiment qui est dedans et qui est habité par ça, et le mec lit que de ça, donc limite le truc qu'il demande, c'est ce que c'est sorti, et le mec se dirige de partout parce qu'il est collectionneur. Ouais, c'est ce qu'il veut. Et après, t'as le néophyte. Et oui, là, par contre, notre paire de manches. Je pense que reste très récemment, ça s'est un peu épuré parce que toi, en tant que libraire, bon, je te regarde en tout, mais je pense qu'on fait tous pareil. Quand quelqu'un vient te demander un comic, tu vas maintenant naturellement. Alors, je sais pas si c'était le but de créer cette dynamique d'achat. Tu vas directement vers le must-have quand tu veux conseiller quelqu'un qui ne connaît pas de comics. Comme je sais que moi, je fais souvent ça. Ou le format poche. De luxe, je me rapproche pas des masses parce que ça peut être vachement réticent. On dit, bah voilà, ça c'est 32 €. Bah, les mecs, ils stressent un peu parce que, bah, acheter 3 bouquins, c'est 100 balles. Donc, tu t'adaptes aussi au psyché que t'as en face de toi, indéniablement. Mais, je pense que les formats actuels avec le must-have, avec les poches, les nomades, bah, ça a quand même facilité énormément la manière dont tu conseilles, la manière dont tu mets en avant. Et à un moment donné, je pense qu'il y avait tellement de collections différentes que quand t'arrivais, en plus, on avait avant qu'on change les emplacements, tout le comics c'était bon, là je ne vois pas, mais à cet étage-là, et t'avais un mur énorme de comics avec toutes les séries, et sur les 3 étages différents, des fois t'avais le même titre mais en 3 fois, et la personne te demandait, mais c'est la même chose? Tu fais oui. Je fais, mais pourquoi pourquoi il a 32 €? Et là, tu fais, bah, t'essayes d'expliquer, la personne, tu vois que peu importe l'explication qu'elle va te donner, elle va te dire, genre, bah ouais, mais moi je pense que je suis à 9 balles, quoi. Donc il y a ça aussi, mais oui, je pense que actuellement l'offre comics commence un peu à changer sur les formats qui ont été mis en place. Et je pense que c'est plus simple pour le libraire d'aiguiller maintenant la clientèle et la nouvelle clientèle à rentrer dans le comics. Et par rapport à l'indé, comment ça se passe un peu du côté de l'indé? Nous à Nice, comme j'ai dit tout à l'heure, ça respire la culture. Ça respire la culture, petite communauté comics. Voilà, donc la curiosité aussi. La curiosité s'ensuit. Donc voilà, l'indé est très compliqué à gérer. Alors, si on veut cibler, pour un Niçois, l'indé, c'est l'Astronaut. Et c'est que ça. Ah ouais. Je cible, je caricature à mort le projet, là, c'est pour te dire que, ouais, clairement. Et Dieu sait que nous, on le porte parce que c'est là où t'as les pépites, mais le mec était au courant, le mec qui est curieux, l'indé, pour lui, c'est l'Astronaut invincible. Et ça s'arrête là. D'accord. Je parle que pour ici, hein, vraiment. Parce que, voilà, faut qu'on crache sur la ville, mais on est sur la culture de la terrasse ici, plus qu'autre chose.
Waouh. Non. En fait, indé, oui, Walking Dead a cartonné. Quand Walking Dead a vraiment cartonné. Alors, alors qu'il est souple, du coup. Mais, donc il peut pas cartonner, du coup. Bon, allez. Bah non, à un moment, il faut être logique aussi. Faut être logique, cohérent. Tu connais pas tes formats, franchement. Non, mais c'est vrai, pardon. Donc, le Walking Dead a souplé. Vraiment. Voilà. Non, voilà. Effectivement, c'est la culture la télé, quoi. C'est Walking Dead, The Boys marche. On n'a pas cette clientèle curieuse de l'indé. C'est-à-dire que des grands titres qu'on voit partout qui cartonnent, nous, ça vivote, quoi. Ouais. Mais vous arrivez quand même à les conseiller un petit peu, vous arrivez pas, parce que justement, c'est là qu'il y a une opportunité à faire, à créer, c'est de se dire, puisque ils n'y sont pas sensibles, ils n'y sont pas curieux, c'est votre mais bien sûr, taf mais merci. Non, mais bien sûr. Mais quand une personne, un fan de comics justement, vient et prend un omnibus ou n'importe quel Dark Knight ou quoi, et que ça lui ferait déjà 90 balles, c'est dur de lui dire, écoute, je vais pas prendre cette petite BD en plus à 20, 30 euros, peu importe, n'importe quoi. C'est dur. Ou à la place. Ou à la place. Mais non, alors là, c'est mort. Hein. C'est mort, c'est leur vie. Non, mais non, tu sais pas. Oui, ça va, t'as pas à la place. On essaye, hein, on met en avant des titres, mais c'est très dur. C'est très dur. Là, actuellement, pour nous, personnellement, là, c'est vraiment, on prend que notre exemple à nous. C'est que le panier moyen baisse, vraiment. On le voit, le panier moyen baisse. Le panier moyen comics baisse beaucoup. Donc, il y a vraiment une sélection qui est faite maintenant. Avant, il y avait plus de gens. Avant, c'était plus simple. Avant, le Millar World, tout ça, tout l'indé, c'était plus facile parce que les gens avaient plus de sous. Maintenant, chez nous, personnellement, le panier moyen baisse beaucoup. Il y a des choix qui sont faits. Et le choix, tu le portes vers les valeurs sûres. Les valeurs sûres, pour nos clients, encore une fois, c'est Batman, c'est Spider-Man, c'est les intégrales de Panini. Les intégrales, nous, ça cartonne, les intégrales. Hein, parce que on sait ce que c'est. Et puis, c'est des gens qui ont un certain pouvoir d'achat. Et un certain âge. Oui, mais c'est ça. Et ces gens-là ne vont pas prendre de l'indé comics, c'est sûr. Donc tu peux leur en parler, hein, mais ils vont rigoler. Ils vont dire c'est encore un truc woke, il y a encore des lesbiennes. Mais c'est une caricature, mais c'est vrai. Mais je vous le dis, hein, j'ai passé une semaine ici. Hein. N'oubliez pas qu'on est à Nice. Mais tu vois, genre meilleur exemple, on a un excellent client qu'on a depuis des années qui est un ange, Marino Cyril, si tu nous écoutes, bonsoir. Un amour, il s'intéresse à tout ce que t'aimes. Et pendant il fait, mais c'est bien ça. Tu dis, ouais, il est intéressé, on va être là. On en parle pendant 25 minutes. Il fait, super, ok. Ouais, je pense que je vais prendre Spider-Man. Écoute, je t'embrasse énormément. Mais tu vois, c'est un peu ça. Et quand on va vers l'indé, en final, c'est plus la clientèle BD qui va être réceptive parce que c'est, à mon sens, l'indé marche. Mais tu vois, c'est une clientèle qui est scindée. Vraiment, la clientèle comics, elle est ciblée, tu sais ce qu'elle va prendre. Et au final, c'est plus la clientèle BD. J'ai l'impression qu'en fait, quand on parle de votre clientèle comics, par contre, en fait, on parle d'une clientèle qui n'est que super-héros, alors. Ouais, franchement, oui, à 80%. Parce que si t'as beau lui parler d'indé, qu'à la fin, il te prend quand même le Spider-Man, et il a tout à fait le droit à ça, mais c'est qu'en fait, c'est juste que ce sont des gros lecteurs de super-héros. Ah, mais totalement. Et qui, que ce soit ici ou ailleurs, en fait, ils n'iraient pas vers autre chose que les super-héros. Moi, je suis assez d'accord. Tu vois, les gros clients comics, tu vois, le phénomène qu'il y a eu avec Nice House, qui a marché énormément parce que, en fait, c'était, mais pas chez vos lecteurs comics alors. Exactement. Franchement, oui, on l'a très bien vendu parce que le titre est génial, qu'il y avait un phénomène aussi médiatique derrière qui a joué sur Nice House. Mais le clientèle comics, même t'as beau lui pitcher la plus belle des manières, il y aura peut-être un ou deux curieux, mais dans l'idée, chez nous en tout cas, c'est pas là où il va aller. Donc ouais, on va dire que si on devait mettre des étiquettes sur des gens, c'est la clientèle BD qui va dire vous avez quoi en ce moment, et là toi t'amènes le produit en mode oui, ça c'est un comics indé, il y a ça, et ça va plus matcher. Non, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que moi, on a un rayon label 619, je l'ai mis au rayon BD. Parce que pour moi, c'est de la BD. Alors que je pense qu'ailleurs, ça sera plus assimilé comics, enfin dans l'esprit. Ça dépend de quel titre. Ça dépend de quel titre on parle exactement. Mais moi, les labels, j'en conseille régulièrement. Ceux de Bablé, Singelin, peu importe, Run, j'en conseille régulièrement, mais je les conseille. Mais ça marche surtout avec les clients, mes clients BD. Et hier, à la dédicace de Mathieu Bablé, il y a eu une grande majorité de clients BD. Vraiment une grande majorité de clients BD. Et donc oui, après sur Bablé, c'est pas surprenant. Oui, mais tout à fait. C'est pas l'ADN. Je sais qu'on a souvent ce débat avec Run sur la place des bouquins 619 et à mon sens, ce que toi tu fais, si tu fais un rayon spécifique label 619 où tu mets tous les bouquins 619 dedans, je pense que c'est
la chose qu'attend au mieux en fait le label, c'est d'avoir leur propre rayonnage aussi, en fait, tout simplement parce qu'il y a une vraie marque aussi, parce qu'il y a une fidélisation quelque part aussi aux BD qui sont produites par ces auteurs et ces autrices dans ce label-là, quoi. Mais après, c'est toujours moi où je le taquine, sur le fait que le reader qui prend quand même ses racines dans le récit d'anthologie d'horreur très ici comics, que Mutafuka, c'est très américain aussi dans l'esprit, c'est imprégné, là que je trouve pas ça déconnant de le voir mis à côté d'autres comics indés. Non, mais je précise bien sur indé parce que oui, par contre, ça n'a rien à faire à côté de Batman et de Spider-Man, évidemment, et c'est après comme ça que vous arrangez le rayonnage, j'imagine, quoi. Ouais, parce qu'en fait, le label, c'est devenu une marque, donc je prends l'exemple du label. C'est-à-dire que les gens viennent, ils disent, c'est quoi le nouveau label, quoi? Ils veulent, ils cherchent, ils attendent, ils demandent, ils sont demandeurs. Et donc, ouais, donc pour revenir à la BD, c'est que quand des clients viennent, moi, je leur conseille soit client BD, hein, je leur conseille soit de la BD, soit du comics indé. Voilà, mais le client comics, c'est plus compliqué chez nous, encore une fois. Et Label 619, ça fait partie de cette, voilà, c'est vraiment le client BD qui achète. Nous, c'est vraiment que le client BD. Et c'est vraiment, c'est cloisonné, hein. C'est très dur de. Et même là-dedans, genre les lecteurs manga. Est-ce que par rapport à mais je pense juste à Jaune et Shin Zero notamment qui sont un peu des titres passerelles, on va dire, qui peuvent communiquer avec ce type de lectorat. Est-ce que tu observes plus de porosité un peu à aller vers d'autres formats ou pas? On avait pris pas mal de Shin Zero, on avait pris pas mal de Jaune. On les a mis en BD, en comics et en manga. On l'a mis dans les trois. Et alors? Statistiquement, c'est la BD, hein, c'est au niveau rayon BD où c'était le plus vendu, les trois. Oui, parce que oui, c'est les noms. Oui, effectivement, c'est les noms, c'est le label, et encore une fois, c'est nos clients qui achètent de la BD qui vont. Alors on a une clientèle de BD assez variée, hein, ça commence très tôt. Oui, il y a les petits qui achètent de la BD Spirou, etc. Mais ça va on a de tous les âges possibles. Donc c'est très varié. Donc on réussit à attirer plein de monde. On peut vendre de l'indé, hein. Le Nice House on the Lake, nous, c'est la clientèle BD. C'est-à-dire que Nice House, il est en BD et en comics. On le met aux deux endroits. Et tu le vends beaucoup plus en BD. On le vend beaucoup plus en BD, par exemple. Et par rapport aux évolutions un petit peu du marché des dernières années, on sait que le manga a pris beaucoup de place et que là, en contrepartie, la BD, le comics ont un peu moins galéré. Mais vous tenez à maintenir un rayon comics quand même à la même taille. Vous faites pas du maître linéaire, quoi. Vous êtes vraiment sur le fait de quand même continuer de défendre en fait un rayonnage comics bien spécifique avec suffisamment d'espace. Je pense que en tout cas c'est l'identité de ta librairie aussi, tu vois. Que je me permets de t'interrompre. Vas-y. Hein. Voilà, je t'ai juste interrompu, c'était pour je rigole, j'ai un truc à dire parce que en fait si on prend ce qu'on appelle un peu le terme de pourcentage où en fait donc le manga c'est un peu plus de 50%, le comics c'est plus de 10-12% et la BD c'est le reste. Là, moi, de ce que je vois, le comics occupe plus que 10% de votre surface totale. Et donc, il n'est pas à la proportionnelle du marché global en France. Donc c'est que là il y a une volonté de le mettre plus en avant. Mais totalement, de ce qu'on aime ça, et je pense que même si tu dois bien sûr suivre une logique commerciale en temps de crise, parce qu'il y a une crise des libraires en France et c'est un fait, on a retravaillé le rayonnage parce qu'avant il était 3 fois plus grand que ça. Donc faut dire aussi sur la devanture en gros il y a marqué librairie comics, donc c'est la volonté aussi c'est notre identité, on est connu pour ça et on le sera toujours parce que c'est ce qu'on défendra, peu importe si ça va mal ou pas. Genre à l'année on est sur pas loin d'une dizaine de dédicaces comics à la boutique. Je pense qu'en France c'est très rare de voir ça parce qu'on le défend, et le truc on sait très bien que si je prends les stats de notre première librairie alphabétique dojo, les stats comics financières sont relativement les mêmes, donc ça n'évolue pas. Ça baisse un peu parce que tout baisse, mais ça n'évolue pas. Et je dis pas ça en mode crise, mais c'est quelque chose que si demain tu décides de réduire, là oui, tu prends risque que ça baisse. Donc c'est une certaine stabilité. On a la clientèle qu'on essaye de renouveler. On a une clientèle solide d'habitués. Ce qui prêche sur le comic actuellement, c'est la difficulté de le renouveler indéniablement, même si il y a des portes d'entrée maintenant avec Absolute qui font que en fait ça a beaucoup attiré. Mais est-ce que c'est un phénomène de mode? Est-ce que c'est le marketing et qui est sur Absolute qui fait que ça explose? Parce que oui, Absolute, je digresse énormément de la discussion de base, j'en suis désolé. Non, mais les stats sont folles. Les gens viennent vraiment pour Absolute. On vient toujours nous le demander et ça fait tellement
du bien, en fait. Que les gens viennent te demander ça. Est-ce que vous avez Batman Absolute? Est-ce que vous avez Superman Absolute? Quand est-ce qu'il sort le numéro 2? Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un rendez-vous comics en librairie attendu. Sur les super-héros comme et ça. ça fait trop plaisir, ça. Et Mais ça, tu le vois juste en termes de... Enfin, on n'est pas sociologue, toi et moi, mais d'un point de vue clientèle, tu vois, est-ce que c'est plutôt des gens de ma génération ou plus vieux qui reviennent aux super-héros après avoir été lassés un peu des cycles répétitifs du super-héros mainstream? Est-ce que sinon c'est des plus jeunes qui viennent en fait aux super-héros parce que ils ont entendu parler de Absolute d'une façon ou d'une autre et que en fait ça les intéresse de découvrir avec ce titre qui justement a pour lui l'avantage pour le moment d'avoir l'étiquette. Il y a 0 prérequis derrière. Après, on verra dans 10 ans si Absolute, si ça existe toujours, s'ils continueront, s'ils arriveront toujours à avoir cette étiquette dessus, quoi. Ouais, comment est-ce que tu as observé, est-ce que il y a une clientèle féminine aussi? Parce qu'on sait quand même que le comics de super-héros, et là, ça reste toujours encore très masculin, on va dire, par bien des aspects, quoi. Donc, comment est-ce que tu observes ta clientèle là-dessus, sur les Absolutes? Sur Absolute, je suis content parce que c'est beaucoup de jeunes personnes qui viennent. C'est pas les habitués en général. C'est souvent des gens qui, je ne dirais pas que c'est des clientèles manga, j'en sais trop rien sur l'idée, mais c'est des curieux. Genre, on a entendu parler de Batman Absolute. Est-ce que vous avez Batman Absolute? C'est souvent des clients qu'on ne connaissait pas d'avant, fréquemment. Et je pense que, en fait, l'univers proposé, surtout l'imagerie des Absolute, a fait que ça a intéressé beaucoup de gens parce qu'on proposait quelque chose un fresh start comme il y a eu énormément de comics, mais celui-là, en espérant que c'est pas un feu de paille, on dit. Je sais pas comment on dit, que c'est un effet un écran de fumée. Un écran de fumée. Oui, c'est pour tout le monde, même en tant que libraire, nous l'attendait, on l'avait lu en VO le Batman, on se dit putain ouais, c'est cool. Si ça tient comme ça, c'est super. Et comme tu dis, c'est que les années qui suivent qui nous donnent raison ou tort. Mais c'est un vent d'air frais sur ça, parce que comme je prenais un peu en début d'émission, en fait, ce qui manque en librairie pour moi, c'est des rendez-vous. C'est tu crées l'attente. Maintenant, l'information, tu la trouves partout, donc d'avance, tu connais ta VO, tu sais ce qui va se passer. Mais tu reprends quelques-unes en arrière, en fait, il fallait patienter pour la suite de ton tome. Donc, en attendant, tu viens dans la librairie, tu demandais, vous n'avez pas quelque chose qui ressemble. Et avec Absolute, on a un peu ça. Parce que comme le prochain tome sort en février, tu as plein de personnes qui repassent, vous avez quoi en attendant? Donc là, tu proposes d'autres séries, tu proposes les poches, tu proposes du Black Label. Et au final, ouais, ça permet un peu d'élargir cette petite porte d'entrée qui a permis Absolute en librairie. Ça, c'est génial. Et ça fait longtemps, en tout cas, moi, que j'avais pas ressenti quand je conseillais. Et c'est un plaisir de le conseiller, du coup. Voilà. C'est la même chose, un peu, en face, avec Ultimate? Spider-Man, notamment? Non. Non. Dur. Je crois que Émile vient d'assassiner ton gosse. Il y a la criminelle qui va se la ramener après, quoi. Non, mais comme disait Franck, c'est que le Batman attire du monde. L'Absolute me rappelle la période de sortie de White Knight à l'époque. C'est qu'on a mais qui avait aussi cette imagerie de c'est le Batman où t'as pas besoin de lire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est ce que les gens veulent. Tu attires des gens. Après, c'est à toi de faire en sorte qu'ils restent. Donc, après, à toi, si la série, tu la lises, finalement, elle est nulle, bon, c'est un échec. Bon, a priori, elle est pas mauvaise. Après, il y a Wonder Woman qui est extraordinaire, Martian Manhunter qui est génial. Wonder Woman, c'est super. Moi, je le conseille aux filles, beaucoup, parce que donc les lectrices de BD, je leur conseille, parce que je leur dis, venez. J'ai pas répondu à ta question, Arnaud. Oui, on a un public féminin, de plus en plus, et sur Nightwing. Mais je pense que c'est partout pareil. Sur Nightwing, genre vraiment, vous avez Nightwing, vous avez Threadwood, vous avez Nightwing, vous avez Threadwood. Ouais, il y en a plus trop en ce moment. Mais oui, il y a une clientèle féminine pour comics. En tout cas, ici, on en a une. C'est pas la plus représentative, mais elle existe. Non, on a des habitués. Parmi les habitués, on a un public féminin, oui, mais carrément. Mais c'est sûr, effectivement, c'est pas la majorité, mais c'est représentatif. C'est en termes d'âge, en termes de CSP, ce que tu veux pas rentrer dans l'analyse. On a une petite clientèle comics. On a même des clientes qui font manga comics. Mmh. Souvent, c'est ça. Il y a une recherche de certains titres. C'est à peu près le même profil en termes de recherche. Après, en termes de personnalité, c'est pas du tout pareil, mais en termes de recherche, c'est à peu près, c'est à peu près les mêmes titres. Donc oui, le Wonder Woman marche bien. Parce que, pas que chez les filles, parce que moi, je conseille, je dis, c'est comme de la franco-belge. Oui, c'est de la franco-belge, quoi. C'est du métal hurlant, presque, hein. C'est génial. Le Martian Manhunter est incroyable. On peut le conseiller à tout le monde. Il faut parler dans le micro, par contre. Pardon, ouais, c'est mieux. Mais en fait, le Martian Manhunter, plus qu'un autre, il a un peu, alors, tu peux le pousser comme le truc différent de super-héros. Genre, ouais, j'aime pas trop comics, ouais, mais Martian Manhunter, c'est différent.
Tu vois, genre, il porte quelque chose de tellement psyché, presque un soupçon de Mister Miracle. Le dessin, il est vachement psyché. Et franchement, pour l'instant, de cette fin d'année, moi, c'est le meilleur truc que j'ai lu, quoi. Non, moi, c'est Silent Jenny. Ouais, mais du coup, ça n'a rien à voir, c'est pas du comics, c'est pas du super-héros. Oh, tu te calmes, ouais. Mais c'est bien, hein, c'est bien, mais après, faut arrêter d'être hors sujet, monsieur, quand même. Oh là là. Bah oui, bah attends. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc sur, Ultimate, non. Non, Ultimate, non, ça marche, hein, ça marche. Mais ça n'a pas forcément créé ce même type de rendez-vous, malgré le côté, c'est pas tous les mois, mais c'est tous les 2 mois sur le. Non, on peut pas comparer. Non. On peut pas comparer. Vraiment, le Batman est beaucoup plus loin. Oui, après, c'est Batman, quoi, aussi. C'est Batman. Et non, l'Ultimate chez nous, n'a pas créé un engouement incroyable. On a les habitués qui avaient le Marvel Universe, qui continué les séries. Marvel Comics, ouais. Marvel Comics qui ont continué, qui continuent. On n'a pas eu de recrutement pour quand je dis tiens, je cherche l'Ultimate Spider-Man, quoi. Non, on n'a pas eu ça. Mais même de façon générale, et c'est pas pour être méchant avec Émile, qui nous écoute et qui me lance des regards noirs. Non, mais par contre, c'est vrai que la formule mensuelle ou bimestrielle, qui ressemble au kiosque qui existait encore il y a quelques années, c'est pas un format de recrutement en tant que tel, c'est plutôt un format sur lequel les habitués continuent de venir, mais pas forcément celui-là sur lequel on va aller recruter de nouveaux lecteurs. Exactement, oui. Ça pourrait, mais non. C'est-à-dire que je pense que le lieu... Mais moi, je le comprends très bien dans le sens que c'est un format de lecture qui parle aux gens qui ont connu, en fait, quand le format des kiosques et que des générations plus jeunes, en fait, ne l'ont pas connu et donc, n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là et que c'est trop différent, peut-être, de l'album simple qu'ils ont en librairie, mais une façon de lire qui est trop différente et que c'est peut-être pour ça que ça n'arrive pas. Ouais, qu'est-ce qu'il fait avec le pic sous ton... Il est en train de casser votre librairie. Mais au-delà des parutions comme absolutes, enfin, tu parlais, Franck, aussi de l'importance d'avoir des dédicaces, enfin, de créer des rendez-vous. Donc, il y a les dédicaces alors pour créer des rendez-vous. Qu'est-ce que vous essayez un petit peu de faire en dehors du pur conseil de lire, parce que vous avez un espace vraiment très important qui vous permet aussi de faire de l'événementiel autour des... Et là, c'est très généraliste, hein, c'est pas que comics, c'est comment, en fait, vous faites vivre votre librairie, tout simplement. Totalement, c'est en fait, nous, ce qu'on aime, c'est on a des événements qu'on a créés avec le réseau Canal BD. On a créé pour le coup, c'est autour du manga, le Japan Day, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis 2 ans maintenant, où en fait, ça célèbre la culture manga dans toutes les librairies Canal BD de France, avec des tournées d'auteurs, des exclusivités, où le milieu associatif est extrêmement mis en avant. Donc ça, pour le manga, je pense qu'à Nice, on est, je pense, les plus implantés pour ça. Et depuis ce début d'année, on fait des rencontres au cinéma. J'arrive plus à parler, excusez-moi. C'est dimanche. En plus, donc en fait, on fait des dédicaces avec des auteurs dans un cinéma qui s'appelle le Variété, qui est un ancien théâtre de musical, donc un cachet assez fou. Et en fait, l'auteur choisit un film qui a inspiré son travail, ou un de ses travaux. Et s'ensuit une séance de dédicace et d'échange avec lui. Et c'est vrai que c'est le petit plus qu'on a mis en place, parmi d'autres événements, qui fait que on fait vivre la dédicace, mais différemment, parce que le côté un peu... faut changer un peu les habitudes des gens aussi, je pense. Ça permet aussi déjà de trouver une nouvelle clientèle, des gens qui ne connaissaient pas, des gens qui ne connaissent pas peut-être le livre qu'on présentait, qui est peut-être juste à travers le film, va découvrir l'auteur. On l'a fait l'an dernier, on l'a fait avec Franck P, donc à son âme. Regretté, on l'a fait. Il nous a quitté il y a 24 heures. Ouais. Et il était là l'an dernier à quasiment la même date. Et on avait fait, on privatise un restaurant, on fait un repas où il nous explique en fait comment il a créé sa dernière BD, pardon. Et après on fait le même exercice au cinéma que je t'ai dit. On l'a fait avec pour Lucky Luke récemment aussi, pareil, avec HD. Donc chaque année on essaye de faire 2-3 auteurs comme ça. Donc c'est vraiment des kiffs, nous, déjà, parce que c'est des rêves de gosse. Tu dis, j'en profite pour rencontrer quelqu'un qui m'a fait rêver ou quelqu'un qui m'a apporté énormément de choses par son travail. C'est des rencontres humaines, c'est des échanges. Puis aussi notre clientèle, on a pu le voir à Mathieu Pébé, toute la file d'attente, on les connaît. Donc c'est presque des rendez-vous affectifs que tu crées. Et donc c'est ça le plaisir du métier, je pense aussi. Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est au-delà du rapport marchand. C'est on te vend des BD, on veut que tu achètes. Non, c'est qu'on veut partager. C'est une passion. C'est vraiment une passion. Je croyais que t'allais dire non, on veut que tu. On veut du pognon. On veut du pognon. Non, mais genre, on veut pas vendre que des BD. Il y a aussi les figurines. Il y a aussi les figurines. Et il y a les pins. Il y a les laboubou. Et les laboubou. Non. Il y a les cartes Pokémon. Il y a les cartes Pokémon, Dragon Ball. Et les cartes Dragon Ball, voilà. Non, c'est vraiment, c'est partage. C'est vraiment, c'est con, hein. C'est peut-être naïf, c'est tout, mais moi, c'est le partage. C'est-à-dire que
je vois pas une dédicace en me disant bon bah combien j'ai gagné quoi. Je me dis pas combien ça va me rapporter. Moi c'est qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais partager. Je vais rencontrer peut-être une nouvelle personne. Moi j'aime bien aussi, comme l'a dit Franck, on connaissait tout le monde. C'est pas la famille, mais c'est tout comme c'est nos clients, c'est nos copains, c'est quelque chose. Pour moi une librairie c'est un endroit, c'est une communauté. Tu viens, c'est un refuge. C'est-à-dire que t'es pas censé venir et stresser ou quoi. Moi, j'ai jamais eu aucune embrouille avec aucun client. Jamais. Parce que il y a une mentalité qui fait que moi, j'ai aucun problème. Je suis positif. Et les gens sont positifs quand ils rentrent ici. Je veux qu'ils soient positifs. Je veux qu'ils soient heureux. Je veux qu'ils soient contents de venir. Et c'est pour ça que tu mets de la drogue dans leur verre. Chut. Je t'enverrai ça après. Mais non, mais vraiment. Et pour moi, la dédicace, c'est une récompense. C'est faire plaisir aux gens. C'est leur donner accès à des choses qu'ils n'auront pas forcément en temps normal. Et c'est facile à organiser quand même parce que, alors, sur les auteurs plus de franco-belge, on va dire, de BD, puisqu'on l'a dit avant, on est à Nice, ville barricadée, avec les remparts, les douves, tout, voilà, le dôme qui empêche les avions d'atterrir. Oui, le fantôme d'Eric Ciotti qui hante l'entrée. Exactement. Non, c'est juste Eric Ciotti qui a beaucoup trop de temps libre et qui est là, il tape à la porte depuis avant. Moi, il me terrifie. Donc, j'espère que vous allez faire quelque chose quand même contre ça. Mais blague à part, c'est vrai que géographiquement, c'est compliqué. Enfin, en termes de dessert, c'est un petit peu compliqué quand même. C'est une bataille, vraiment. Je dis ça avec le mot effort. Parce qu'on le dit, on parle de Mathieu Bablet qui était venu, hier à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, il y a quelques semaines à l'heure où ce podcast est mis en ligne. Mais, concrètement, c'était la première fois qu'il venait à Nice. Et, alors que lui, il a quand même déjà 15 ans de carrière, quoi. Exact. Et comme dit, on a eu la chance d'avoir Franck P, HD. Mais tout ça, on arrive à le mettre en place parce qu'on connaît un peu de gens dans le milieu qui ne sont pas éditeurs. Parce que, en fait, en termes, ça fait très en cri-cri de je me plains, quoi. Mais en fait, éditorialement, nous, on n'a personne en dédicace. Tous les gens qu'on fait venir, on les prend à nos frais parce qu'on a envie de les faire venir. Parce que le Sud, c'est une plaie et je peux comprendre pour énormément de choses. Bon, là, on parle TGV, parce qu'il n'y a pas de TGV qui va à Nice. Du moment que tu vas à Marseille, t'es en intercité. C'est très con, mais c'est une vraie problématique. Et à chaque fois, tu contactes un éditeur. Oui, c'est compliqué le Sud. Ce que je peux comprendre. Le mec qui vient de Paris ou même s'il vient d'Angoulême, le mec, il met 3 jours à venir à Nice. C'est pas loin de la réalité, hein. Donc, le mec, il perd du temps. Il a pas envie, même si ça lui fait plaisir. C'est quand même, c'est costaud. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est qu'en amont, j'essaie de contacter des auteurs, personnellement. Je présente le projet. Je leur dis, venez avec votre femme, vous restez un ou deux jours en plus. C'est quoi à dire, mais ça coûte des sous, hein. Mais au moins, oui, on a la chance de proposer des belles dédicaces, tout au long de l'année en faisant ça. Après, ça c'est pour la franco-belge. Après, comme je disais, pour les comics, c'est étrangement 10 fois plus simple. Parce que les auteurs de comics sont étonnamment beaucoup plus accessibles parce que c'est un métier où les mecs vivent des réseaux, vivent du fait de proposer des commissions. Donc, ils jouent sur leur image, ils doivent parler de leur image et de leur travail. Donc, ils sont réceptifs au message. Donc, ensuite, c'est le plus compliqué, c'est de trouver le moment de l'année, parce que c'est des mecs qui sont énormément overbookés, où ils sont disponibles. Et en général, après, j'essaye de mettre en place des petites tournées avec des copains libraires qui aiment bien aussi les comics. Et on s'organise ça comme si on était nous-mêmes éditeurs, au final. Donc, c'est un vrai travail à prendre en charge. Puis c'est un travail aussi social, parce que faut que la personne passe un bon moment, du moment qu'elle te donne de son temps, elle t'offre de son temps, parce que c'est de l'argent qu'elle ne gagne pas. C'est un vrai métier. Et donc, faut que du moment qu'elle te dit oui, tout soit fluide et magnifique pour elle. Voilà, c'est un accompagnement. Il faut qu'elle passe un bon moment. Il faut que toutes les personnes soient agréables avec elle. Il faut qu'elle soit dans les meilleures conditions possibles. Il faut qu'elle reparte au minimum avec le sourire. Et ça, c'est la seule et unique condition que je dois m'efforcer de mettre en place à chaque fois. Donc, c'est un travail qui prend du temps, mais qui est très frustrant parce que c'est de la pêche. On voit 50 000 lignes à l'année. Et entre les projets qui se font pas pour des raisons de temps ou de relance, c'est crevant. Entre les 60 cannes à pêche à la mer, s'il y en a 3 qui répondent à l'année, t'es content. Mais ça en vaut la peine à chaque fois. Voilà. Et je me demandais s'il y avait quand même des facilités par rapport à ce qu'on parlait des auteurs italiens notamment, puisque l'Italie est toute proche, et le fait que quand même Panini est implanté à Nice aussi. Donc, est-ce que ça permet de faciliter aussi la venue d'auteurs italiens et d'autrices italiennes? Oui, ils sont toujours dans la boucle. Émile est mon conseiller privilégié à la vie, sachez-le. En fait, toujours, quand je vois un artiste qui me plaît, je me dis, est-ce que tu sais s'il y a quelque chose qui va sortir de l'année sur lui? Il me fait oui, il y a ça. Et à chaque fois, ils nous soutiennent toujours avec des ex-libris, des tirages peut-être bientôt, on ne sait pas. Mais toujours un petit plus. Et oui, on est toujours accompagné par Panini quand il y a un auteur qui vient de chez eux. Et même, je sais pas exactement. Si Émile, tu veux intervenir là-dessus, non, pas du tout. Il a pas envie, il a fui, il a couru très 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 loin là-dessus.
Alors, comment est-ce que vous voyez un petit peu l'avenir se développer? Comment ça se passe donc là Tu parles sur le mais sur le dojo, est-ce que donc l'ancienne boutique Alpha BD ferme ou a fermé? A fermé il y a 3 mois maintenant. Voilà, elle a fermé il y a 3 mois. Donc, comment est-ce que vous voyez un petit peu juste l'avenir se développer ici? Il y a la recherche de stabilité, parce que bon, c'est pas un secret, je pense, moi, tous mes collègues libraires en France, c'était un recul de CA de 20% quasiment. Oui, c'est 20% de chiffre d'affaires en moins. Et c'est un chiffre qui est réel. Nous, on regarde les stats fin du mois, c'est toujours ça. Donc, le but de fermer la librairie qui était là depuis plus de 15 ans, Alpha BD, et de tout mettre au dojo, du coup, c'était minimiser la perte de frais. Ouais. Parce que ça faisait tout un loyer en moins à payer, tout un tas de choses en moins, quoi. Stabiliser tout ça et en fait toujours essayer de proposer plus au-delà d'un lieu de vie, lieu de rassemblement où les gens kiffent. Nous, on veut sortir de la librairie. On a mis en place la porte est juste là, pourtant. Mais je sais, mais pourtant c'est tellement loin, c'est très compliqué. Je vois ça. Et tout, il faut descendre l'escalier. C'est le sud, hein, tranquille, t'inquiète. Proposer plus, tu vois, genre on a mis en place un événement au cinéma en septembre dernier qui s'appelle Cinémanga sur une journée. En fait, c'était une convention mais dans un cinéma où tu fais des rencontres d'auteurs ou de personnalités comédien de voix, et en fait tu vas voir son film, t'as une intervention, et dans tout le cinéma t'as des stands de vente de créateurs. Donc c'était vraiment proposer plus à chaque fois que les simples rencontres en librairie, que le métier de libraire. Pour moi c'est du divertissement, donc en fait tu étais là pour divertir les gens quasiment, donc ça sort de la librairie. Et les projets, on a plein, on a une magnifique place en face de librairie devant une église qui se colle totalement à faire une artiste allée. C'est mon fer de lance depuis 3 ans. La mairie de Nice, voilà. Écoutez-moi. J'aimerais énormément créer une artiste allée, créer un festival de librairie sur la place devant, effectivement. Ouais. Et c'est quand on en parle depuis des années, mais c'est vrai que c'est compliqué. Au printemps-été, ce sera tout à fait pas déconnant, quoi. Ouais, je sais pas, parce que tu parlais un peu de festival, parce que justement, il y avait le Play Azure Festival à Nice, il me semble. Enfin voilà, donc t'as déjà pris parti dans l'organisation de l'événement. Oui, on s'occupe des artistes allés du Play Azure depuis quelques années avec les fictionnautes. Donc oui, ça, c'est un rendez-vous, mais pour le Play Azure, on est très heureux de le faire parce que on propose quelque chose d'assez carré, je pense. Oui, à chaque fois, moi, je regardais vos noms, je me disais, c'est cool ça se bouge, quoi. Encore une fois, pour le sud de la France, tu vois, c'est là où il faut les chercher, en général. Non, mais même, je veux dire, vous avez déjà eu plus d'artistes allés que d'autres conventions qui ont un nom plus important et qui sont situées dans des villes plus importantes aussi. Donc, mais c'est très appréciable. Faut le souligner, hein. Et le but, c'est de toujours faire plus grand, tout simplement, hein. Tu vois, c'est toujours te dire, là, on t'attend pas, t'y es. Parce que si tu te relâches, quelqu'un va le faire à ta place, et ça, j'aime pas. Surtout, si tu t'arrêtes, c'est que t'as fait le tour de ce que tu fais, ça c'est pas possible. Faut se renouveler. Se renouveler, c'est la clé d'être périn, d'être heureux. Faut jamais se relâcher quand t'es passionné, je pense. Oui. Non, le fait, oui, c'est la remise en question perpétuelle, c'est dynamiser. Faut toujours être dynamique, faut pas stagner, faut pas être plan-plan. Je pense que c'est ça qui tue le commerçant en général, hein. C'est puis les gens en général. C'est continuer à renouveler. Après, les gens finissent par mourir quoi qu'ils fassent, quoi. Donc, non, mais non. Faut pas trop les. Tant que tu travailles, tu meurs pas. Oui, c'est ça. Travailler plus pour gagner. Bref. Pas le bon mood. Non, pardon, non. Non, je pense qu'il faut être, c'est être dynamique. Renouveler la chose. Ne pas s'enfermer dans un quotidien. Faut être à fond. Faut être toujours à fond. Moi, je pense qu'organiser les dédicaces, c'est super pour ça. C'est recevoir des gens, c'est se remettre en question. C'est vrai, est-ce que j'ai bien fait les choses? Est-ce que j'ai bien le recevoir? Quand on l'a reçu, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Faut prendre le positif, faut prendre le négatif. C'est ça, c'est la remise en question perpétuelle et faire des choses. Faut se bouger et faire des choses. Je pense que c'est ça le futur du métier de libraire. Alors, Émile veut quand même prendre la parole. J'ai l'impression qu'on... Bonjour. Salut Émile. Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans le podcast, donc déjà bienvenue à toi quand même. Merci. On se reverra prochainement dans le cadre de nos bilans traditionnels, mais oui, tu voulais. Non, je tenais à du coup déjà effectivement à remercier Anto et Franck, mais aussi tous les acteurs locaux qui font aussi que la ville de Nice arrive à bouger niveau comics. Donc il y a José Magnette, Guillaume les Fictionnautes et autres. Et effectivement, surtout, je trouve qu'effectivement ils vraiment appuyer leurs propos et dire que nous, de fait par notre implantation, si on peut les aider sur quoi que ce soit, on essaie de le faire en sorte, que ce soit par les couvertures du CSA, vu que Guillaume, du coup, Fictionnautes en bénéficie, ou à niveau local, où par exemple, en gros, on arrivait à avoir un échange de bons procédés, où par exemple, ils ont invité Juniba, on a pu en profiter pour communiquer plus facilement ce qu'il était du coup dans notre ville, plutôt que de monter à Paris, ou
ce qui est toujours forcément du coup des frais ou même une contrainte disons de transport, hein, vu ce qu'a expliqué Franck. Et puis aussi effectivement de pouvoir faire des ex-libris et puis collaborer avec le réseau Canal BD à diverses occasions, comme c'était fait aussi sur le manga ou sur le comics. Donc du coup voilà, c'était juste pour appuyer, les remercier et que surtout quand on est en province, c'est toujours très compliqué de faire vivre la culture et on est vraiment très content justement que des libraires comme ça existent. Voilà. Et je dis pas ça parce qu'ils vont me faire une remise aussi, je suis gentil avec eux. Oui, c'est ça, et que alors qu'ils ont bitché mon catalogue pendant 1 heure. Voilà, et que surtout que t'as toujours son gamin en otage derrière. Émile, on voit ton flingue sur sa tempe, et c'est vil, c'est vraiment vil ce que t'es en train de faire. Mais c'est vrai que ça par contre, j'avais une question à vous poser que j'ai complètement zappé par rapport aussi au fait de vos rapports avec les représ, en fait, parce que est-ce qu'ils viennent vous voir aussi, ou est-ce que c'est simplement à distance qu'ils vous présentent les catalogues? Mais parce que ça fait partie aussi d'une étape importante en fait de votre travail, c'est quand donc les représentants donc des éditeurs en fait viennent vous présenter littéralement donc les futures sorties et je sais pas s'il y a une sorte de désavantage en fait à être situé à Nice par rapport à ça. Non, pour le coup là, Non. on a tous les représ de toutes les mises en édition qui viennent dans la région Sud, Grand Sud, donc en général ça couvre tout le secteur pour ça. Donc on a juste 404 qu'on voit pas assez souvent. Un appel à l'aide presque, ouais. José, si tu nous entends, tu es sûrement en Corse. Mais oui, du coup, malheureusement 404, il y a des listes incroyables et on les a rarement à la sortie nous, parce qu'ils nous oublient. D'accord, voilà, c'était le cri du cœur. Le petit message à la fin. Non, on est très bien. Il n'y a aucun problème avec tous nos représ sont super. Ils viennent régulièrement. Non, il n'y a aucun problème. On les a par email au pire, mais non, ils se déplacent. Il n'y a aucun problème. Il y a vraiment. Très bien. Dans ce cas, s'il n'y a pas de problème, mais il n'y en a pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Anto et Franck, d'avoir pris le temps de partager votre passion et d'expliquer votre métier de libraire et comment vous le vivez vraiment dans votre librairie, donc au dojo. Donc, si vous êtes de passage à Nice, alors déjà, si vous y vivez à Nice et que vous connaissez pas le dojo, c'est pas bien, je vous shame, clairement. Je viendrai vous hanter jusqu'à ce que vous passiez le pas de cette librairie. Mais si jamais vous êtes de passage dans le coin et que vous aimez bien, allez checker quelles sont les librairies qui existent dans les villes où vous passez, n'hésitez pas à faire un tour au dojo parce que, encore une fois, pour être littéralement là dans la librairie, elle est très grande et superbement aménagée. Il y a vraiment que des envies de lecture à droite et à gauche, quoi. Donc, je vous encourage vraiment à y faire un tour. Anto, Franck, on se dit à très bientôt. Merci dans Arnaud. tous les cas. Merci à vous de nous avoir écoutés. Toujours le bienvenu. Merci Émile aussi pour ton petit passage en attendant le prochain. Merci à nous pour ton temps, d'être venu à Nice avec Mathieu. Et voilà, un grand plaisir de t'avoir reçu chez nous. Tout à fait, plaisir partagé. Et si vous appréciez l'écoute de ces podcasts, n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez partager déjà les podcasts sur vos réseaux sociaux, un peu partout, en parler autour de vous également. En parler à vos potes libraires aussi, s'ils veulent me recevoir et qu'on fasse aussi du podcast ensemble, n'hésitez pas, je suis disponible et mobile. Et si jamais vous voulez également soutenir le podcast, nous avons une page Tipeee qui est ouverte à Jeanecast pour qu'on puisse continuer à faire des podcasts sur le long terme. Merci en tout cas de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Salut!